Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'IA et d'un de mes auteurs préférés. Si vous passez un peu de temps sur Internet, je pense que vous avez remarqué que le contenu IA est de plus en plus présent. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images. Pour l'instant, on arrive encore à détecter la majorité du contenu IA, mais il est probable que d'ici un an ou deux, ce sera essentiellement impossible de faire la différence entre une vidéo générée par IA et une vidéo qui a été prise avec un téléphone dans le monde réel. Pour ce qui est, on va dire, du texte, on observe déjà que le contenu IA ressemble, on va dire, on est incapable de faire la distinction entre du contenu IA et du contenu humain. En fait, c'est même pire que ça parce que le contenu IA apparaît comme plus humain que du contenu humain. Il y a une étude publiée en 2025, donc c'était en double aveugle. On proposait à des gens de discuter ou bien avec des IA ou bien avec des êtres humains sans leur donner, sans leur préciser. À la fin de l'étude, ils devaient dire est-ce qu'ils avaient discuté avec un humain ou est-ce qu'ils avaient discuté avec une IA. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, quand ils discutaient avec un LLM, ils avaient plus l'impression d'avoir discuté avec un humain que quand ils discutaient avec un humain. J'ai mis le lien de l'étude en description. La majorité du contenu généré par IA a une visée de divertissement ou de publicité. Mais si on parle déjà de musique générée par IA et postée sur YouTube Music ou Spotify, on parle déjà de quelque chose qui, s'il est écouté par quelqu'un dans la vraie vie, sera interprété comme du contenu artistique. Celui qui poste ce contenu n'a en général aucune visée artistique. Son objectif, c'est plutôt de poster des dizaines et des dizaines, voire des centaines ou des milliers de vidéos chaque mois en espérant qu'il y en a une qui perce et qui lui rapporte du contenu publicitaire. Mais par contre, la personne qui consomme ce contenu va avoir l'impression que c'est du contenu artistique, que derrière il y a un artiste et qui, on va dire, essaye à une œuvre assez personnelle qu'il transmet. Donc pour l'instant, le contenu généré par IA est de moins bonne qualité que le meilleur contenu humain. Évidemment, la beauté, c'est quelque chose de subjectif, mais par là, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez des gens qui sont, on va dire, des spécialistes, ou qui sont, en tout cas, genre, qui apprécient vraiment un domaine artistique, que ce soit de la musique ou de la littérature, si vous leur donnez un texte IA, même si vous leur dites pas que c'est un texte IA, en général, ils vont vous dire que ça paraît plat ou cliché. Les Américains ont d'ailleurs un thème pour ça, ils appellent ça slop. Donc slop, avant, ça désignait de la nourriture pour animaux de très mauvaise qualité, et maintenant, ça désigne justement ce contenu IA de masse de mauvaise qualité. Et donc, on est dans une situation actuellement où le mauvais contenu IA et le mauvais contenu humain, on n'arrive pas trop à faire la différence. Mais par contre, quand c'est du bon contenu, on sait que c'est du contenu humain. Ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si d'un coup on avait du contenu IA qui serait meilleur que le meilleur contenu humain. On peut faire une expérience de pensée, vous prenez 100 personnes qui sont absolument fans de poésie anglaise, on va dire de poésie anglaise assez exigeante, et vous leur donnez ou bien un poème de Shakespeare, ou bien un poème de ChatGPT. Et ensuite vous leur demandez de décider, de dire quel est le meilleur des deux. Et si vous observez que quasiment tous vous disent que le poème ChatGPT est meilleur, c'est difficile à ce moment-là de dire que Shakespeare reste meilleur que ChatGPT. En tout cas pour écrire des poèmes. Je ne sais pas quand ça va arriver, ni même si ça va arriver. Pour l'instant, le progrès de l'IA est rapide, mais il pourrait s'arrêter d'un jour à l'autre. Il est possible qu'on n'ait jamais de super Shakespearea, c'est tout à fait envisageable. Mais ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est que même si on avait un super Shakespearea, ça aurait toujours plus de sens pour nous de lire le Shakespeare humain. Pour comprendre pourquoi, je vais m'aider de l'écrivain Georges-Louis Borges et de son recueil de nouvelles fictions. Pour le présenter rapidement, Borges est un écrivain argentin du XXe siècle. Il est surtout connu pour ses nouvelles, donc il en a écrit environ une centaine, certains font moins d'une page, d'autres font plus de 30 pages. Et les deux principaux recueils qu'il a écrits, c'est Fiction d'une part et L'Aleph, donc Fiction publiée en 1944 et L'Aleph publié en 1949. De très nombreux motifs parcourent l'œuvre de Borges, et contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est pas uniquement de la littérature théorique ou philosophique, parce que Borges avait une vraie fascination pour l'épique. Néanmoins, une idée d'écriture que Borges aimait beaucoup, c'était de faire une nouvelle sur un écrivain imaginaire avec une œuvre imaginaire, et d'en discuter. Il écrit ainsi dans le prologue de Fiction: délire laborieux et appauvrissant que de composer de vastes livres, de développer en 500 pages une idée que l'on pourrait très bien exposer oralement en quelques minutes. Mieux vaut feindre que ces livres existent déjà et en offrir un résumé, un commentaire. Ainsi procédèrent Carlyle dans Sartor Resartus, Butter dans The Fair Haven, ouvrages qui ont l'imperfection d'être également des livres non moins tautologiques que les autres. Plus raisonnable, plus incapable, plus paresseux, j'ai préféré écrire des notes sur des livres imaginaires. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur une de ces nouvelles qui s'appelle Pierre Ménard ou l'auteur du Quichotte. Donc c'est une de ses nouvelles les plus connues. J'ai plusieurs amis en lettres qui l'ont étudiée quand elles étaient en prépa.
Si le texte a été analysé sous tous les angles, une réflexion qu'on y trouve résonne différemment à l'époque de l'IA. La nouvelle se présente comme un hommage à un certain Pierre Ménard, qui serait un auteur français du XXe siècle. Ce dernier vient tout juste de mourir, et le narrateur cherche à défendre sa mémoire. Le texte commence donc par une liste exhaustive de toutes les œuvres de Pierre Ménard, ce que le narrateur appelle son œuvre visible. Il enchaîne ensuite en disant qu'à côté de l'œuvre visible de Pierre Ménard, ce dernier avait produit une œuvre invisible extraordinaire. Voilà l'œuvre visible de Ménard dans l'ordre chronologique. Je passe maintenant à l'autre, la souterraine, l'interminablement héroïque, la sans pareille, également, hélas, pauvre possibilité humaine, l'inachevée. Cette œuvre, peut-être la plus significative de notre temps, se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22. Quand on lit ça, on est un peu surpris. Qu'est-ce que ça veut dire que l'œuvre invisible de Pierre Ménard est composée de chapitres de Don Quichotte? Don Quichotte a été écrit par Cervantes au XVIIe siècle. Il n'y a pas dedans des chapitres qui ont été écrits au XXe siècle. On se demande donc si c'est une réécriture, si Pierre Ménard a recomposé le texte, rédigé une nouvelle version. Mais ce qui est génial avec cette nouvelle, c'est qu'en fait, le roman de Ménard est le même ligne pour ligne, mot pour mot, que celui de Cervantes. Alors là, on se dit très bien, il a simplement ouvert un exemplaire de Don Quichotte et il l'a recopié à la main. C'est pas extraordinaire, moi aussi je peux le faire. L'histoire de Ménard est cependant très différente, car s'il a lu Don Quichotte dans son enfance et se souvient de la trame générale, son projet, c'est d'écrire Don Quichotte sans avoir accès au texte. Il faut que le texte de Don Quichotte sorte de sa plume, comme si c'était la première fois qu'il était écrit. Voilà ce que Ménard dit dans une lettre. À 12 ou 13 ans, je l'ai lu, Don Quichotte. Peut-être intégralement. Puis j'ai relu attentivement quelques chapitres, ceux que je n'essaierai pas d'écrire pour le moment. J'ai étudié aussi les entremets, les comédias, la Galatée, les nouvelles exemplaires, les travaux sans doute laborieux de Persile et Césimonde, et le voyage au Parnasse. Mon souvenir général du Quichotte, simplifié par l'oubli et l'indifférence, peut très bien être équivalent à la vague image antérieure d'un livre non écrit. La première stratégie de Ménard a été de devenir lui-même Cervantes, apprendre l'espagnol, retrouver la foi catholique, oublier toute l'histoire entre 1602 et 1918, etc. Mais assez rapidement, il a trouvé que ce n'était pas assez intéressant. Être au XXe siècle un romancier populaire du XVIIe lui sembla une diminution. Être en quelque sorte Cervantes et arriver au Quichotte lui sembla moins ardu, par conséquent moins intéressant, que continuer à être Pierre Ménard et arriver au Quichotte à travers les expériences de Pierre Ménard. Alors tout ça peut paraître bien abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire arriver au Quichotte par les expériences de Pierre Ménard? Donc je vais à présent vous lire le passage le plus connu de la nouvelle. Le texte de Cervantes et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est presque infiniment plus riche. Plus ambigu, diront ses détracteurs, mais l'ambiguïté est une richesse. Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit Don Quichotte, première partie, chapitre 9. La vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Ménard écrit en revanche la vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. L'histoire, mère de la vérité, l'idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que nous pensons qui s'est passé. Les termes de la fin, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir, sont effrontément pragmatiques. Un peu plus haut dans le texte, il y a une autre citation que j'aime beaucoup. Il n'est pas moins stupéfiant de considérer les chapitres isolés. Examinons par exemple le chapitre 38 de la première partie, qui traite du curieux discours que Don Quichotte fit sur les armes et les lettres. On sait que Don Quichotte tranche contre les lettres en faveur des armes. Cervantes est un vieux militaire, son arrêt s'explique. Mais que le Don Quichotte de Pierre Ménard, homme contemporain de la trahison des clercs et de Bertrand Russell, retombe dans ses sophistications nébuleuses, Madame Bachelier y a vu une admirable et typique subordination de l'auteur à la psychologie du héros. D'autres, dépourvus totalement de perspicacité, une transcription du Quichotte. La baronne de Bacourt, l'influence de Nietzsche. À cette troisième interprétation, que je juge irréfutable, je ne sais si j'oserais en ajouter une quatrième, qui s'accorde fort bien avec la modestie presque divine de Pierre Ménard. Son habitude résignée, ou ironique, de propager des idées strictement contraires à celles qu'il préférait. La fin de la nouvelle, sûrement avec un peu d'ironie, propose une leçon à toute cette histoire. Ménard, peut-être sans le vouloir,
a enrichi l'art figé et rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle, la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées. Cette technique, aux applications infinies, nous invite à parcourir l'Odyssée comme si elle était postérieure à l'Énéide, et le livre Le Jardin du Centaure de Madame Henri Bachelier, comme s'il était de Madame Henri Bachelier. Cette technique peuple d'aventures les livres les plus paisibles. Attribuer l'imitation de Jésus-Christ à Louis-Ferdinand Céline ou à James Joyce, n'est-ce pas renouveler suffisamment les minces conseils spirituels de cet ouvrage? Je vous ai parlé d'une IA hypothétique qui produirait des textes d'une qualité égale, voire supérieure à Shakespeare, et je vous ai parlé d'un auteur imaginaire qui écrirait littéralement le même roman que Cervantes. Quel est le lien entre les deux? Comme on l'a vu dans la nouvelle de Borges, alors que Pierre Ménard écrit mot pour mot le même texte que Cervantes, il écrit en fait un roman très différent. Les deux textes sont identiques, mais ils sont le produit de contextes distincts. Le XVIIe siècle en Espagne ou le XXe siècle en France. Ils sont écrits par des individus qui n'ont que peu en commun, et ils ne disent donc pas la même chose. Et cela, alors qu'ils sont tout à fait identiques. Si on en revient à l'IA, je vais vous présenter un nouveau scénario hypothétique. Supposons que vous avez vécu un événement traumatique et pour le surmonter, vous écrivez un poème. Ce poème n'est pas parfait, vous n'avez pas trop l'habitude, mais c'est de vous et ça parle de vous. Vous vous promenez sur Instagram quelques jours plus tard et vous trouvez une page dans laquelle il y a des centaines de poèmes générés par IA, avec 10 poèmes postés chaque jour. Et alors vous découvrez stupéfait qu'il y a 3 mois, donc bien avant que vous écriviez votre poème, l'IA avait produit un poème qui est totalement identique au vôtre. C'est mot pour mot le même. Est-ce que vous direz que votre poème et celui de ChatGPT ont le même sens? Quel est le sens d'un texte écrit par IA? ChatGPT sera peut-être un jour intelligent, mais il y a une chose qui est sûre, ce n'est pas et ce ne sera jamais un être humain. Il n'est pas né comme un être humain, il n'a pas été enfant comme un être humain, il n'a pas été amoureux comme un être humain, il n'a pas de trauma comme un être humain, il ne ressent pas la douleur comme un être humain. Vous pourriez me répondre que si c'est pas un homme ou une femme, il a été entraîné sur des millions de textes produits par des hommes et des femmes. D'une certaine façon, il en sait plus que n'importe lequel d'entre nous sur ce que c'est que le trauma. Vous pourriez en plus me dire que quand on écrit un texte, on ne se fonde pas uniquement sur notre expérience personnelle, mais aussi sur les textes qu'on a lus, on leur emprunte des idées et des codes. La première objection, c'est un débat philosophique qui me fait penser à l'expérience de pensée dite de la chambre de Marie. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le concept de l'histoire, c'est qu'on imagine une femme qui s'appelle Marie, et qui est née, a grandi et n'est jamais sortie d'une pièce où la décoration est en noir et blanc. Elle a accès au monde par le biais d'un écran qui produit des images aussi uniquement en noir et blanc. Marie, c'est un peu une scientifique de génie. Elle est spécialiste de la physique des couleurs et du cerveau. Elle sait exactement la longueur d'onde du rouge, l'effet qu'il a sur la rétine, les circuits neuronaux associés à la perception des couleurs, etc. La question centrale dans l'expérience de pensée, c'est si un jour on ouvre la porte de la chambre et qu'on montre à Marie un objet rouge, est-ce qu'elle apprendra quelque chose sur ce que c'est que la couleur rouge? Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que oui, mais je ne vais pas prétendre que je vais résoudre ce débat en une petite vidéo YouTube. Pour la seconde objection, nous aussi on s'inspire de textes écrits par d'autres. Je voudrais noter que ChatGPT ne lit pas du tout des textes comme nous. Quand nous lisons un texte, on passe notre temps à faire des liens entre ce texte et des événements de notre vie, y compris la lecture d'autres textes. Le temps de lecture est particulier, on doit le dégager dans notre journée, on essaye de trouver une position confortable, à un moment on va avoir mal à la tête donc on va faire une pause. La lecture d'un texte par un humain est une expérience humaine. Donc bon, j'ai répété, ChatGPT n'est pas un être humain, et vous pouvez me dire, d'accord c'est pas un être humain, et alors? A priori, quand on lit un livre, on se fiche de l'auteur. Tout ce qui compte, c'est est-ce que le livre il est bien ou pas. On a même envie d'aller plus loin et de se dire que les intentions d'un auteur n'ont en fait pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est l'interprétation de celles et ceux qui lisent le livre. La conclusion de Pierre Ménard évoque d'ailleurs cette approche de la lecture fondée sur le lecteur. On se convainc que l'Odyssée a été écrite après l'Énéide, et après, du coup, on cherche des références à Virgile chez Homère. Pourtant, cette approche de la littérature dit des choses assez perturbantes à l'ère de l'IA. Si le contexte d'une œuvre n'a aucune importance et que seul le texte compte, le jour où les IA seront meilleurs que nous pour écrire des textes, les textes humains, ils vaudront plus grand-chose. Si au contraire on estime que la valeur d'un texte dépend aussi de son contexte d'écriture, lire du Shakespeare aura toujours du sens pour nous humains. Pour trancher, il faut qu'on se demande pourquoi on lit des livres et pourquoi on regarde des films. Quand l'art est humain, une rencontre avec une œuvre est aussi une rencontre avec d'autres humains, ceux qui ont produit cette œuvre. On ne les a jamais vus en vrai, et on ne les verra probablement jamais, mais on sait qu'il y avait des gens derrière le livre ou le film. Et les histoires que ces gens racontent, elles sont fondées sur leur propre expérience de la vie. Borges est mort 13 ans avant ma naissance, donc je ne l'ai jamais rencontré. Et pourtant, j'ai un peu l'impression de le connaître. C'était quelqu'un qui aimait profondément les livres et qui en a lu des milliers et des milliers.
Il a vécu chez sa mère jusqu'à ce que cette dernière meure à 99 ans, il n'a jamais eu d'enfant, et s'il a eu des amis, souvent d'autres écrivains, il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous indiquent qu'il a jamais été amoureux. En fait, l'amour de la vie de Borges, c'était la littérature. Et dans son œuvre, c'est quelque chose qu'on sent à chaque page. L'œuvre de Borges n'est pas autobiographique, mais elle dit beaucoup de choses sur lui. Il y a un autre texte de Borges qui s'appelle Une prière, où il dit qu'il préférait qu'on se souvienne de lui comme d'un ami que comme d'un écrivain. Et effectivement, quand je regarde en moi ce que je ressens pour Borges, j'ai beau l'avoir jamais connu et être assez différent de lui sur beaucoup de sujets, je le vois quand même comme un ami. Je prétends pas que les œuvres IA n'ont aucun sens. Peut-être qu'un texte de Gemini a beaucoup de sens pour ChatGPT. Mais pour moi, elles n'ont pas de sens pour nous. J'ai décrit tout à l'heure un scénario où quelqu'un qui connaît un événement traumatique écrit un poème sur le sujet. Si en allant sur Instagram, il tombe sur le même poème écrit par quelqu'un d'autre, son premier réflexe, ce sera « il a vécu la même chose que moi ». Et ça, il pourra jamais se le dire face à un texte généré par IA. Bien sûr, l'identification, c'est une façon très basique d'approcher la littérature, mais plus généralement, est-ce qu'on peut avoir de l'art sans empathie? L'être humain est un animal sociable, et jusqu'ici, même quand on ne se posait pas la question, l'art était le moment d'un échange entre des individus qui étaient potentiellement très différents, mais qui avaient en commun le fait qu'ils étaient humains. Personne ne sait comment les choses vont évoluer dans les prochaines années, mais si un jour vous tombez sur un contenu IA qui vous plaît beaucoup, vous devez quand même vous demander, est-ce que je veux que l'art de demain ressemble à ça? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait 4 ans que j'avais rien posté sur ma chaîne, mais je pense que c'est un sujet qui méritait qu'on en parle. A plus!